Chers amis, bonjour, bienvenue dans cette année-là, l'émission de la Revue d'éléments, une des émissions de la Revue d'éléments que j'anime, que j'ai le plaisir d'animer en alternance désormais avec notre ami Patrick Luzinski. Nous allons évoquer aujourd'hui la démographie, la question démographique, à partir du numéro 184 d'éléments qui date maintenant un peu plus de 5 ans, juin-juillet 2020, pardon, pas 25. Nous sommes en 2025, mais c'était 2020. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Anthony Marinier. Bonjour Anthony, vous êtes maintenant un habitué des colonnes d'éléments, vous êtes déjà venu dans le Plus d'éléments le mois dernier. Notre ami Rodolphe Cart, vous venez de publier un portrait politique de Jean-Luc Mélenchon. Le livre va, j'espère, apparaître à l'écran. Non, pas Anthony, Xavier Aimant, cher Xavier Aimant. Bonjour. Rédacteur en chef de notre revue, et Daoud Bourrezala pour s'accompagner. Alors je vais me tourner d'abord vers Anthony Marinier. C'est une tradition dans cette émission de rappeler un peu les faits importants de 2020. Qu'est-ce qui s'est passé en 2020 ? Effectivement, cette émission s'appelle Cette année-là, donc on va revenir sur l'année 2020 brièvement. 2020, c'est l'année Covid. La crise sanitaire de notre temps, avec ses confinements successifs, ses restrictions de liberté, ses auto-attestations de sortie et ses plages dynamiques. Du point de vue culturel, ce fut une année assez blanche parce que tout était un peu à l'arrêt. Je vais me focaliser sur les personnes qui nous ont quittés cette année-là. On peut citer notamment l'acteur britannique-écossais Sean Connery, bien connu pour ses films, notamment ses rôles dans James Bond. Ennio Morricone, le compositeur italien qui a notamment fait la musique de quelques films de Sergio Leone. Et également le footballeur argentin Diego Maradona, qui a fait gagner à l'Argentine sa Coupe du Monde en 86. Plus proche de nous, on déplore le décès d'Edouard Limonov, le dissident russe et écrivain, assez proche d'Éléments, qui nous a donné une interview peu avant son décès. Et également, encore plus proche de nous, le décès de Jean-François Gaultier, éminent membre de la rédaction d'Éléments. Qui animait notamment les pages philosophiques. Exactement. J'espère un jour que les chroniques de Jean-François Gaultier seront réunies dans un livre. Et notamment un des créateurs de l'Institut Iliade. Oui. Et un grand mélomane, entre autres talents, multiples. Tout à fait. Alors Bercy, c'était le dernier, Jean-François Gaultier. Et on va rentrer dans le vif du sujet. Nous titrions en 2020 Surpopulation, la menace, et nous titrons aujourd'hui sur l'hiver des peuples européens. Comme s'il y avait d'ailleurs une sorte d'évolution en quelque sorte. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction à s'inquiéter en 2020 de la surpopulation et de regretter l'hiver des peuples européens en 2025 ? Je pose une question peut-être qui vous étonne, j'ai l'impression. Non, mais ça dépend de quoi on parle en fait. La surpopulation dans le dossier de 2020 était une vision plus mondiale, plus globale de la question. Et dans le numéro qui vient de sortir, ce numéro 217, on s'est focalisé sur la situation de l'Europe, parce que la démographie, c'est en effet un thème assez central, assez important, mais qui n'est pas si souvent que ça évoqué, parce que c'est assez sensible en fait. On touche à des choses très intimes quand on parle de la démographie, du fait de faire des enfants, etc., etc. Mais il est évident que pour nous Européens, c'est très important, puisque la démographie est quand même en lien avec toute une série de problématiques, et notamment une qui est un peu fondamentale à l'heure actuelle, qui est celle de l'immigration. Puisqu'on nous explique maintenant depuis des années que c'est parce que les peuples européens, et notamment français, ne font pas assez d'enfants, qu'on a besoin de recourir à une immigration de plus en plus massive. Donc c'est une des questions que pose le dossier d'éléments de cette année, de cette année, si je puis dire. C'est est-ce que c'est vrai, déjà ? Est-ce que c'est la seule solution ? Est-ce qu'on peut envisager d'autres scénarios aussi que cette alternative entre finalement l'immigration ou la baisse de natalité ? Et donc voilà, ce sont des divers éléments qui sont abordés dans un dossier qui est en effet très riche, qui pose la question une des questions qui me paraît assez fondamentale, c'est très bien de vouloir relancer la natalité, mais comment on fait ? Donc on a regardé, les contributeurs ont regardé les différents exemples de volonté de politique nataliste. Donc c'est une question sur laquelle on revient en effet régulièrement dans Éléments, parce qu'elle est assez négligée dans le débat public. Alors vous ouvrez d'ailleurs le dossier, cher Daoud, par un entretien avec un personnage important qui est Gérard François
Dumont, je le prononce bien, Gérard François Dumont, pardon, sur l'anatomie du déclin démographique français. Alors que nous dit comment on dit, ce démographe, il est démographe et géographe, les deux étiquettes. Sur ce déclin, sur son origine, sur l'année où ça a commencé. Est-ce que, par exemple, dans l'histoire récente, il y a un moment donné où on voit la population, les gens faire moins d'enfants, etc. Effectivement, il y a un point de bascule, puisque sur la longue durée, la France, depuis des décennies, c'était plutôt singularisé par rapport à ses voisins ouest-européens, par un relatif, une démographie relativement féconde. Et en fait, cette machine a été cassée, outre tous les changements sociologiques, en 2012, lorsque François Hollande a en fait un peu à s'aborder la politique familiale, pour le dire clairement. C'était une tentation qui avait aussi caressé des gens comme Juppé, de droite comme de gauche, mais par idéologie en grande partie, c'est-à-dire en conditionnant les allocations familiales à des conditions de ressources, et puis par tout un tas de mesures un petit peu périphériques qui compliquent certains congés de maternité. En fait, ça a eu des résultats en quelques années. Concrètement, le nombre de naissances en France s'est effondré de plus de 20% depuis 2012. Et les Français souhaitent avoir moins d'enfants que par le passé. Donc finalement, la France a perdu son atout démographique. C'est pas le fruit du hasard, c'est le fruit de décisions politiques dont on paye le prix. Et d'une ambiance, alors je me tourne vers Anthony Marinier, parce que dans vos articles, vous l'évoquez, d'une ambiance aussi culturelle. Il y a vraiment en fond sonore, si je puis dire, une haine de la natalité, de l'enfance, aussi dans la culture consumériste. Mes articles prennent un peu le contre-pied de l'interview de Dumont, parce qu'il explique que ce sont essentiellement des décisions gouvernementales qui ont fait baisser la natalité. Mais dans un des graphiques qui est présent dans Éléments, qui est fourni par Marc Vanguard, on voit qu'en 20 ans, enfin sur ces 20 dernières années, il y a 20% des vingtenaires qui souhaitent... Il y a 20% de moins de vingtenaires qui souhaitent avoir des enfants. Donc on est passé d'une moyenne à 2,5 personnes qui souhaitent avoir des enfants à 1,8 en moyenne. Donc c'est pas que des décisions gouvernementales, économiques ou matérielles. C'est ce que j'explique dans l'article. Avant d'être une crise du nombre, c'est avant tout une crise du sens. Notamment grâce... je me base sur l'ouvrage d'Olivier Rey qui s'appelle « Des fécondités ». C'est paru chez Gallimard dans la collection Tract. Exactement. Et qui explique que on se pose la question pourquoi avoir des enfants. L'enfant est vu comme une contrainte, comme une nuisance même. On parle de vacances sans enfants, d'hôtels sans enfants, même de trains sans enfants. Vraiment, l'enfant conçu comme une nuisance. Alors que la question qu'on devrait se poser, c'est comment vivre humainement sans eux. D'ailleurs, je ne veux pas faire des allers-retours entre le numéro de 2020 et notre dernier numéro, mais c'était déjà noté dans je ne sais plus quel article, dans le numéro de 2020, comme quoi il y a notamment dans les franges progressistes de la politique un véritable dogme où on se méfie de la politique nataliste. On se rappelle des mots absurdes, évidemment, de Sandrine Rousseau qui, à chaque fois qu'on ose parler d'un début de commencement de politique nataliste, agite le fantôme du maréchal Pétain, y compris, par exemple, j'avais une déclaration d'un responsable du NPA expliquant qu'au fond, les allocations familiales ne permettaient pas aux femmes de travailler, comme si d'ailleurs la valeur travail devait être une vertu révolutionnaire. C'est assez étonnant d'entendre un trotskiste dire cela. Donc comme vous le dites, il y a vraiment toujours, c'est très persistant cette haine de la... Il y a un discours qu'on appelle, pardon pour le terme anglais, child free, qui a vraiment pignon sur rue dans les médias, et notamment dans les médias de service public, où très fréquemment on a des papiers qui nous expliquent que la parentalité c'est nul, que ça empêche les personnes de faire des carrières, de vivre confortablement, etc. Et effectivement, on voit que malheureusement, ces idées-là se propagent dans ma génération et même dans celle qui vient après moi, où pour schématiser et pour un peu caricaturer, on préfère Netflix à faire des enfants. Voilà. Ou les animaux de compagnie, c'est intéressant de voir le phénomène des petits chiens, des comptes Instagram. Et il y a d'ailleurs une auteure, excusez-moi, qui avait fait un livre récemment en expliquant sa relation avec son chien. Préfacé par Sylvain Tesson. Voilà, préfacé par Sylvain Tesson, où elle revenait sur sa relation avec son chien.
et une relation où elle se projetait absolument pas comme une mère. Et on peut même revenir, par exemple, c'était les écrits d'Elisabeth Badinter, il y avait cette volonté de repenser la féminité au-delà de la maternité. On peut aussi expliquer les opérations de vasectomie, où on a une vraie propagande aussi pour montrer que les hommes devaient aussi prendre leur part, leur responsabilité dans la contraception. Donc c'est vraiment, oui, tout un environnement, ou en tout cas une atmosphère qui, en tout cas, ne pousse absolument pas la jeune génération à la procréation, pour dire le mot un peu crûment. Et puis même, j'ai envie de dire, c'est l'angoisse écologique, c'est l'angoisse de la guerre demain avec la Russie. Donc c'est vraiment un climat anxiogène qui ne pousse absolument pas à la projection vers l'avenir et aussi à la continuation généalogique. C'était Peter Sloterdijk qui avait une formule assez heureuse qui disait que la génération de 68 était une génération anti-généalogique. C'était intéressant d'avoir vraiment cette volonté de rupture avec le précédent, mais c'est aussi une rupture avec l'après. Et là, par contre, moi, je vois peut-être un retour dans notre génération. Je ne sais pas ce que tu en penses, Anthony, mais je vois qu'il y a quand même eu une appétence, un retour. C'est toujours des mouvements de flux et de reflux qu'on a à travers les générations, de continuation et de laisser un patrimoine dans les générations à venir. Alors, il y a quelques exemples pris à l'étranger dans le dossier sur la démographie, notamment un article, moi, qui m'a à la fois intéressé et terrorisé, sur le Japon. Je prends le titre, « Le crépuscule des désirs, comment le Japon se vide sans se renier ». Alors, vous êtes le lien entre la transmission, le sens de la tradition et la natalité. Le Japon est à la fois un pays qui semble garder sa tradition et en même temps qui se vide de sa population. Est-ce que vous pourriez intervenir sur ce dossier signé d'une certaine Nina Pravda ? En fait, le thème de la cohérence ethnoculturelle nous est cher, du différentialisme à la nouvelle droite et dans Éléments tout particulièrement. Là, c'est quand même intéressant de voir des modèles de société qui sont restés homogènes culturellement et ethniquement et qui rencontrent tout de même des problèmes de fécondité, de natalité. C'est pour ça que l'argument de l'insécurité, qui est un argument qu'il faut pas prendre à la légère, mais qui n'est pas un argument exhaustif pour expliquer la question de la natalité. Vraiment, la question de la démographie, je pense qu'on s'en rend compte à travers ces deux dossiers, c'est que c'est vraiment une question qui n'est pas, facilement explicable par une seule solution. On a la dimension matérielle, analysée par Daoud avec son entretien. On a aussi la dimension, par exemple, du nihilisme, en tout cas de la quête de sens, avec l'article sur le Japon, ou même différents articles d'Anthony. Donc on voit vraiment que c'est une question qui est globale et qui mérite une réponse totale. Et là, peut-être, c'était le grand absent aussi d'un débat qu'on a connu dernièrement, qui était celui sur les retraites. Et le seul, ou en tout cas une des seules députées qui avait mis le doigt sur l'importance de la question de la fécondité, qui est vraiment la question du sous-bassement de la question des retraites, c'était Laure Lavalette au Rassemblement national. Donc c'était intéressant de remettre sur le devant de la scène cette question de la démographie et de la natalité. Et d'ailleurs, elle n'avait pas manqué d'être attaquée par toutes les féministes hystériques qu'on connaît bien dans notre Parlement. Anthony Marigny, vous avez rappelé, je crois, dans la dernière émission, où est-ce que c'était hors antenne, que le Nigeria, l'an dernier, où il y a quelques années, avait fait en un an plus d'enfants que l'Europe entière. Exactement. C'est assez effrayant. Et je vous le dis parce qu'il est question évidemment de l'Afrique dans notre dossier, qui inspire peut-être des fantasmes. On a l'impression que l'Afrique va tellement exploser démographiquement que ça va être un flot qui va emporter radicalement toute la civilisation européenne, et plus encore, sans doute. C'était très prégnant dans le dossier du numéro 184 sur la surpopulation, où effectivement, c'était un dossier assez malthusien, parce qu'on parlait de surpopulation mondiale, et effectivement, inévitablement de l'Afrique. Là, ici, dans le dossier du numéro présent, là, du 217, on fait une page sur l'Afrique, où effectivement, on explique que... typiquement que le Nigeria fait autant d'enfants l'année dernière que toute l'Europe réunie. Et c'est un papier de Lou Vialet. Mais que on avait tendance à dire il n'est de richesse que d'hommes, mais que malheureusement, pour le continent africain, ça ne se vérifie pas. Rappelons aussi aux immigrationnistes que cette surpopulation africaine, qui continue malgré tout aujourd'hui, provoque aussi famine et incapacité aussi à des pays africains à recevoir tout cet excès de population.
Oui, et d'ailleurs, il semble, je ne sais pas s'il y a des solutions qui sont données à cette démographie africaine explosive. Parce que la hausse du niveau de vie, en général, aide beaucoup à réduire la natalité. On voit que même en Afrique, les pays qui sont le mieux gérés, qui ne sont pas totalement corrompus, où les institutions fonctionnent, ont une natalité en général un peu plus basse et surtout des taux d'immigration nettement inférieurs. Parce que c'est pas parce que vous avez une forte démographie que finalement tout le monde va partir. C'est une des choses qui est dite dans l'entrevue. La plupart des gens dans le monde aspirent quand même à rester chez eux s'ils peuvent le faire dans de bonnes conditions. Donc en effet, il y a aussi voir comment ces pays sont capables de gérer cette démographie, mais qui n'est pas forcément un mal en soi et qui n'entraîne pas automatiquement des migrations si le pays est capable d'offrir à sa population des espérances correctes de vie et si à côté de ça, il n'y a pas des systèmes mafieux qui vendent du rêve et qui vendent un rêve excessif d'un Eldorado européen aux populations locales. Je voulais, si vous permettez, juste revenir sur le débat de tout à l'heure sur la question de savoir en effet quels sont les différents éléments qui expliquent la démographie. Il n'y en a pas un seul, il y a le sens, il y a les questions matérielles, il y a aussi une question de santé. Une santé publique, c'est-à-dire l'incapacité de plus en plus grande dans les pays occidentaux à procréer pour des raisons physiques et médicales, notamment dues à la pollution, aux perturbateurs endocriniens et ce genre de choses. Et ça fait partie aussi de l'infertilité. On a d'ailleurs déjà évoqué dans l'élément l'infertilité qui est aussi une véritable question. Et on voit bien que tout ça, beaucoup de choses en tout cas, sont liées à notre système économique, à notre système productivo-consumériste. Et ça tombe bien d'ailleurs, puisqu'il y a un marché de l'enfant qui est en plein développement. Comment fait-il d'ailleurs ? On va remplacer les enfants qu'on est incapable de faire par la GPA en exploitant les femmes du tiers-monde. À propos de cette infécondité, ce qui m'étonne quand même, c'est que les populations extra-européennes qui vivent sur le territoire français, alors qu'elles mangent en général beaucoup moins bien que les populations européennes, ont un taux de fertilité qui continue à être parce que déjà, ça fait moins longtemps pour la plupart. Ça fait moins longtemps qu'elles sont empoisonnées. Je pense que ça va, au fil du temps, elles rencontreront forcément les mêmes problèmes si elles fréquentent aussi assidûment le McDonald's que les bons petits Français. Et un deuxième point sur lequel je voulais venir, c'est qu'à mon avis, face à cette ambiance en effet antinataliste et de vision de l'enfant comme un poids et comme quelque chose de parfois de négatif, il y a un autre écueil et qu'on voit, je trouve, parfois à droite, qui est la réponse, qui est de dire « Ah non, mais en fait, la réponse à ça, c'est la tradwife. C'est-à-dire, il faut que la femme, elle reste à la maison, si possible à la campagne, pourquoi pas, c'est très bien, qu'elle fasse 9 enfants, et voilà, et on va revenir à un modèle des années 50, 60. Largement fantasmé, d'ailleurs. Très largement fantasmé, et qui ne concerne d'ailleurs que certaines catégories sociales et pas toutes. Et ce contre-modèle me paraît tout aussi absurde d'une certaine façon. Je ne dis pas que c'est pas souhaitable, qu'il y a des gens qui vont des très belles très belles familles nombreuses, etc. Donc il ne s'agit pas de critiquer le modèle, mais il n'est pas généralisable à l'heure actuelle. Ce n'est pas un modèle politique. Ça peut être un choix personnel, mais aujourd'hui on ne peut pas proposer ça comme solution pour relancer la démographie. On ne revient pas en arrière, on ne reviendra pas à ce modèle en plus qui n'a jamais véritablement existé. Il faut penser notre monde pour encourager les naissances. Et par exemple, le dire, les femmes doivent retourner à la maison, ce qui est difficilement audible aujourd'hui, même si en effet le travail des femmes pose question sur la natalité, pèse sur la natalité. Il faut voir comment offrir des conditions aux gens qui travaillent, qui permettent d'avoir également des enfants. Donc c'est évidemment toute la question des crèches en entreprise, mais crèches aussi, je dirais, à l'université. C'est pas choquant d'avoir des crèches à l'université pour pouvoir que des jeunes femmes puissent... il faudrait que les femmes dès 21 ans... puissent, amélioration du logement. En fait, la question démographique s'imbrique dans beaucoup de choses. Il faut que les gens puissent pouvoir se loger dignement, donc il faut faire agir sur les loyers. Comment voulez-vous avoir plus d'un enfant en vivant à Paris ? C'est complètement impossible. Donc voilà, ça c'est des vrais mécanismes à la fois politiques et en effet après il y a aussi l'environnement général, l'insécurité, etc. Tout est imbriqué, on ne peut pas jouer que sur un levier et surtout il faut arrêter de fantasmer des retours en arrière à des époques idylliques qui, encore une fois, n'ont jamais existé. Merci pour ces propos. D'ailleurs, Élément a toujours refusé le restaurationnisme, l'illusion restaurationniste. Et en effet, on peut être tout à fait fidèle à son passé et vouloir
qu'il perdure en quelque sorte sans le retrouver à l'identique, ce qui est de toute façon une chose vaine. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur la question démographique, cher Anthony, et sur le dossier en question? Je pense que j'ai fait le tour. Vous avez fait le tour. Et je recommande encore l'article, parce que d'ailleurs vous avez traduit aussi, j'ai découvert vos talents de traducteur, l'article important de Dare Paul, je ne sais pas comment ça se prononce. Darry E. Paul, le mythe nataliste de l'immigration démenti par les faits. C'est très alléchant. On parle de l'exemple de la République tchèque, effectivement. Vous parliez très brièvement, à la chute du mur, comme à peu près toutes les sociétés post-soviétiques, le taux de natalité s'est totalement effondré. Il est passé un tout petit peu plus au-dessus de 1, il est à 1,1. Et à partir du début des années 2000, le gouvernement tchèque, pour le coup, a mis en place vraiment des mesures incitatives qui ont fonctionné. Et en 10 ans, le taux de natalité est passé à 1,8 voire 1,9. Qui est vraiment donc, une énorme augmentation qui aujourd'hui, avec l'arrivée massive de l'immigration venue d'Ukraine, le taux de natalité est vraiment redescendu. Et on a vu l'arrivée massive, parce qu'en République tchèque, c'est la plus grosse diaspora ukrainienne. Combien vous avez un chiffre? C'était 400 000 la première année, ce qui est colossal pour un pays qui fait 10 millions d'habitants. Et ce chiffre massif est venu faire diminuer le taux de natalité. Et cette arrivée de la population tchèque, c'est peut-être une petite incise. Est-ce qu'elle a des conséquences, de la population ukrainienne, de cette forte immigration ukrainienne, a des conséquences sécuritaires ou culturelles en Tchécoslovaquie, en Tchéquie? Étonnamment non, culturel non, sécuritaire assez peu. Oui. En tout cas, c'est pas ce que j'ai retrouvé dans les documents. Ça m'étonne pas complètement, mais voilà. Peut-être pour finir, le dernier aspect qu'on peut évoquer avec la démographie, c'est aussi l'aspect géopolitique. Peut-être que c'était pas de notre intérêt de déstabiliser aussi tout le Maghreb. Peut-être revenir là-dessus. Et on peut mentionner aussi un livre assez intéressant qui est sorti aux éditions de la Nouvelle Librairie avec l'Iliade sur Mattei, qui était donc un personnage italien vraiment intéressant, qui a quasiment mis sur pied une puissance pétrolière italienne en concurrence avec les grands monopoles de l'époque, qui étaient notamment les monopoles anglo-saxons. Et Mattei avait une relation différente à l'Afrique, disons quasi anti-impérialiste, où vraiment il y avait un côté où on discute d'égal à égal et non plus avec une supériorité ou une hiérarchie comme les grandes compagnies anglo-saxonnes. Et Meloni, aujourd'hui, est en train de renouer un partenariat, notamment géopolitique et énergétique, avec l'Algérie. Et donc, peut-être que nous, Européens, Français, il faut aussi considérer que notre première frontière est de l'autre côté de la Méditerranée, avec un espace méditerranéen stable. Et donc, on voit même Meloni, par exemple, en plus de faire des partenariats économiques et géopolitiques et géostratégiques, et en tout cas du domaine de l'énergie, aussi combattre la fuite des cerveaux africains vers le continent européen et créer des élites directement en Afrique et dans ces pays-là, parce que aussi la fuite des cerveaux en Afrique ne permet pas peut-être cette bascule que mentionnait Xavier. Donc voilà, peut-être que on a une ouverture aussi à faire de ce point de vue et faire de la vraie politique et de la géopolitique pour aussi endiguer ce phénomène de la submersion, parce que le problème de la fécondité, il est toujours double. C'est aussi le problème de la fécondité intérieure, mais aussi des mouvements extérieurs. C'est Samuel Huntington qui revenait là-dessus. Rappelez le titre du livre sur Mattei publié par l'Institut Iliade. Alors je sais qu'il y a Enrico Mattei, et il me semble que c'est le génie de la souveraineté énergétique. Traduit par Gérard Boulanger, exactement, qui donne un article dans ce numéro. Et d'ailleurs, on recommandera aussi de revoir l'affaire Mattei, puisqu'il s'agit du même, d'Enrico Mattei, grand patron révolutionnaire, anti-impérialiste, qui est mort dans des conditions assez troubles, et qui avait le mérite qui était aussi bien admiré par la droite, on va dire patriote et révolutionnaire, que par les communistes. Il travaillait aussi en étroite coopération avec le bloc de l'Est, qui était un autre tabou pour l'époque, en pleine guerre froide. Donc un national révolutionnaire, un patron national révolutionnaire à redécouvrir. Je vous remercie. Je rappelle notre dernier numéro, Demain une Europe sans Européens. Ça va s'afficher évidemment à l'écran. Et un ancien numéro qui est de toute façon toujours disponible sur notre site, au moins en PDF, mais je crois qu'il en reste quelques exemplaires. Numéro 2020, le numéro 184, Surpopulation, la menace. Je vous dis c'est Patrick Luzinski qui, dans 2 mois, sera ici dans les studios pour vous présenter une nouvelle édition de cette année-là. Et sinon,
nous vous retrouvons dans un mois exactement pour le plus d'éléments. Merci à vous. Bonsoir chez vous.